Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes professeur des universités, politologue, spécialiste du monde arabe et de l'islamisme radical. Vous êtes auteur récemment de Holocauste aux éditions Plomb. Nous sommes maintenant 8 mois après les pogroms du 7 octobre qui ont terriblement marqué l'histoire du monde. Les cartes ont été rebattues après cette date et vous analysez d'ailleurs dans votre livre très précisément le processus et les conséquences de cette guerre qui nous concerne tous. Hier, la libération de 4 otages israéliens rendue possible par une opération de Tsahal remet à nouveau des éléments en perspective. Ce conflit, ses conséquences, la montée des puissances du Sud global et la crise des civilisations. Sur toutes ces questions, ce matin, nous vous interrogeons avec Nicolas Barré du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Et Mathieu Bocoté. Bonjour. Cher Mathieu. Bonjour. L'armée israélienne a donc réussi, Gilles Kepel, à libérer 4 otages lors d'une opération audacieuse qui a nécessité des semaines de renseignement, qui a coûté la vie à un agent du renseignement israélien, Noah Argamani, Almog Meirian, Audrey Kozlov et Shlomi Ziv sont désormais libres. Est-ce que cette opération, la plus significative depuis 8 mois, est un tournant dans le conflit ? Symboliquement, oui, puisque ça montre que Bibi Netanyahou, qui avait mené les bombardements sur Gaza sans véritablement de succès, puisque ses objectifs, c'était libérer des otages et liquider Yahya Sinwar et les patrons du Hamas, jusqu'alors avait fait en grande partie chou blanc. Et au contraire, ça avait dégradé terriblement l'image d'Israël dans le monde, jusque parmi un certain nombre de ses soutiens, et même des pays européens qui se sont aujourd'hui beaucoup insurgés avec force contre lui. Et là, désormais, il a quelque chose à mettre sur la table, c'est-à-dire la libération de 4 des otages. Il y a eu des scènes de liesse en Israël hier, et cela conforte sa position, en tout cas temporairement, au moment où le président Biden a insisté pour qu'il y ait une feuille de route visant à la cessation des combats, qui est quelque chose qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, ce conflit n'est pas seulement le conflit au Moyen-Orient, mais concerne le monde entier, nous concerne, nous en France, on le voit avec les manifestations étudiantes, etc., mais concerne plus précisément, puisqu'il est à Paris en ce moment, le président Biden et candidat Biden, car pour la première fois sans doute dans l'histoire des États-Unis, sauf peut-être pendant la guerre mondiale, un enjeu de politique intérieure est majeur pour l'élection ou la réélection ou non du président Biden. Mais au-delà de la politique intérieure israélienne, du rôle évidemment très important de Benjamin Netanyahou dans cette procession, dans ce process politique en Israël et la guerre contre le Hamas, par exemple, sur ce mouvement terroriste, le Hamas, quelle réaction doit-on attendre ? Est-ce que c'est une hydre à plusieurs têtes et au contraire, ce genre d'opération risque de décupler la violence du Hamas ? Alors, pour le Hamas, évidemment, c'est quelque chose qui apparaît au premier chef comme un échec, puisque c'est un succès israélien. Et une agression. Voilà. Mais en même temps, tout de suite, Hamas s'est efforcé de recoder, puisque cette guerre est une guerre de l'image, de manipulation des réseaux sociaux, de l'information, etc. Donc, d'un côté, on a présenté en Israël ça comme une victoire extraordinaire, la libération enfin de 4 otages. Malheureusement, il y en a un certain nombre qui restent. Et la libération des autres, peut-être est-ce qu'il y aura des opérations de grande ampleur, mais elle n'interviendra sans doute que s'il y a une négociation, puisque le processus de négociation que M. Biden veut mettre en œuvre était un processus articulé sur les libérations graduelles d'otages. Et Hamas recode immédiatement ça pour ses soutiens en disant « Attention, c'est une opération extrêmement meurtrière puisque elle a causé 210 morts palestiniens. » Donc, si vous voulez, chacun essaye de mobiliser son camp de manière à empêcher l'autre de bénéficier de l'effet médiatique, si j'ose dire, des choses. Aussi bien à l'intérieur de leur population, dans le monde arabe, etc., que ici, j'imagine que ces éléments de langage seront repris comme tels par ceux qui sont plutôt du côté de la défense des Palestiniens ou ceux qui sont plutôt du côté d'Israël. Et du coup, Gilles Kepel, cette opération, quelle
peut avoir, quelle va être la conséquence sur la feuille de route présentée par Biden? Est-ce que cette opération risque de la compromettre ou au contraire d'accélérer les choses? Comment est-ce que vous voyez le... Je ne crois pas qu'elle la compromette véritablement parce que, en fait, les deux, aussi bien les Israéliens que Hamas, ont marqué leur intérêt pour une première phase. C'est dans l'intérêt de chacun. Alors évidemment, Netanyahou arrive en position de force. Il a plus d'atouts dans sa manche, si vous voulez. Mais le Hamas vit aujourd'hui des moments assez difficiles parce que même s'il se targue de la gloire d'avoir infligé à Israël le choc le plus terrible que l'État hébreu ait connu depuis 1948, néanmoins, ce que subit la population de Gaza du fait, certes, des rétorsions, des représailles israéliennes, mais c'est le Hamas qui les a provoquées. C'est d'ailleurs ce que dit l'OLP, c'est pas moi qui dis ça. Évidemment, ça fait que la popularité du Hamas est quand même en berne aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et pour le Hamas, avoir un moment de respiration, où par exemple l'aide humanitaire pourrait revenir, où les bombardements incessants cesseraient, où les gens ne soient pas obligés de changer en permanence de missiles, de boire de l'eau non filtrée, etc. C'est pour eux, si vous voulez, un répit qui leur permettrait temporairement de se refaire une sorte de popularité. Et, je vous laisse la parole tout de suite, et du côté israélien, c'est aussi intéressant, surtout après que Netanyahou peut exciper de cette victoire d'hier, parce qu'il y a un autre front qui est en train de se préparer en ce moment, et Israël ne peut pas être sur les deux à la fois, c'est le Liban et le Hezbollah. Et donc, le général, le chef d'état-major, Herzi Halevi, est allé faire la tournée sur le Hezbollah. L'Iran, alors, les gens ne sont pas tous d'accord sur ça. Moi, mon sentiment, c'est que l'axe de la résistance dirigé par l'Iran n'est pas dans une forme extraordinaire. On va y venir après à l'Iran, parce qu'il y a effectivement toute une... Mais dans l'immédiat, si vous voulez, le Hezbollah... Sur ce qu'on appelle les proxys. Et voilà, le Hezbollah, alors, j'essaie de défendre la langue française, ce sont les mandataires, en français, les proxies. Et j'espère que le Québécois sera à mon côté. Et donc, vous n'êtes pas belge? Non, pas du tout. Bon, ça va. Et donc, ça, c'est un enjeu. Le Liban est un enjeu très important d'emblée. Mathieu Bocoté. Alors, vous avez parlé de l'opération de libération des otages, mais l'objectif de guerre générale d'Israël, nous dit-on, c'est d'éradiquer le Hamas. Mais c'est une question qui tourne en boucle, je crois, dans l'espace public. Qu'entend-on en Israël par éradiquer le Hamas? Ça veut dire éradiquer une structure militaire, ça veut dire effacer finalement une structure politique, assécher complètement le soutien des Gazaouis pour le Hamas. Que veut dire Israël lorsqu'il dit anéantir le Hamas? Alors, dans le vocabulaire de Netanyahou, c'est évidemment un objectif maximaliste, ce qui lui permet, lui, de rester là, puisque Netanyahou lui-même est en situation compliquée, il avait de très nombreux chefs d'inculpation, rester en fonction lui permet de ne pas aller devant les tribunaux israéliens, ne parlons pas de la Cour pénale internationale ultérieurement, éventuellement. Mais chacun sait que cet objectif maximaliste ne peut pas être obtenu comme tel. Il avait dit on va tous les liquider par l'opération militaire. Ça n'a pas marché. L'objectif aujourd'hui, c'est justement, et c'est là le débat sur la feuille de route de Biden, le Hamas et Israël sont, disons, plutôt plus ou moins d'accord pour qu'il y ait une espèce de trêve et de pause pour les raisons différentes que je viens d'évoquer. En revanche, ils ne sont pas du tout d'accord sur la phase suivante, parce que le Hamas dit très bien, on fait la trêve, ensuite on lâche quelques otages, les dames, les vieux, les enfants, et puis ensuite Israël reste en dehors de la bande de Gaza, nous on fera 5 ans de trêve et on va intégrer l'État palestinien. Vu la différence de potentiel militaire entre Hamas et OLP, on voit bien à quoi cet État palestinien pourrait ressembler. Quelle est la différence entre justement les effectifs de Hamas et de l'Organisation de libération de la Palestine? Surtout le Hamas était surarmé et en état de marche, avec des gens qui ont été entraînés, etc. Alors et l'OLP à l'abandon. L'OLP est dans un état de délabrement avancé. En plus, c'est une structure où il n'y a plus de... Mahmoud Abbas préside, mais n'a plus vraiment de troupes, etc. Donc, il y a... Mais est-ce que c'est pas ça que, justement, vers quoi on tend? C'est-à-dire que la population, la communauté internationale souhaite un nouveau visage
pour la Palestine et nous explique que la population palestinienne elle-même est victime du Hamas puisqu'elle est tenue par ce mouvement terroriste. Est-ce que vous voyez un nouveau visage, vous, pour incarner la Palestine, et quel est-il? Il y en a, bon, je sais pas, moi, j'exprime pas de choix, mais je vous dis qu'il y a un personnage que Netanyahou, bien sûr, a maintenu soigneusement en prison, alors qu'il faut bien se rappeler quand même que c'est Netanyahou qui a fait sortir Sinwar, sachant parfaitement qui il était et ce qu'il allait faire du Hamas. Netanyahou et Sinwar ayant ceci en commun, que ni l'un ni l'autre ne voulaient d'un processus de paix. Et ensuite, Sinwar a été financé par le Hamas, par le Qatar, avec l'aval du Mossad, qui faisait des échanges de valises de billets, et la bénédiction américaine, au moment où les républicains, et Trump en particulier, ne voulaient pas qu'il y ait de processus de paix, si vous voulez. L'idée, c'était les accords d'Abraham, pas d'État palestinien, oublions tout ça, mais enrichissez-vous. On fait des accords entre la Startup Nation, on parle plus français, israélienne et la pétromonarchie émirati. Il y a de l'argent qui ruisselle et les Palestiniens bénéficieront d'un certain nombre de miettes. C'est ça qui a explosé, si vous voulez. Alors, quels sont aujourd'hui, dans les figures qui émergent... Eh bien, je vous propose, après la pause, de nous donner le portrait-robot des figures qui pourraient émerger en Palestine. À tout de suite dans le Grand Rendez-vous. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews avec Gilles Kepel et son livre Holocauste dont on parle. Juste avant la pause publicitaire, nous parlions des éventuels nouveaux visages pour incarner la Palestine. Gilles Kepel. Oui, alors celui duquel on parle très souvent, c'est quelqu'un qui s'appelle Marwan Barghouti, qui était l'un des chefs militaires du Fatah, donc qui n'est pas islamiste, et qui a été emprisonné après la seconde intifada, à laquelle il a participé, depuis déjà une vingtaine d'années. Donc, si vous voulez, c'est à la fois quelqu'un qui n'est pas du Hamas, mais qui bénéficie d'une aura parmi ceux des Palestiniens qui considèrent que tous ceux qui n'ont pas combattu Israël à un moment ou à un autre sont des traîtres. Et donc, il est parmi ceux qui incarnent une des possibilités. Alors, il y en a d'autres, effectivement, mais c'est sans doute le plus connu aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a des gens qui ne l'apprécient pas, mais c'est... notamment pour ce qu'il a fait. Bien sûr, puisqu'il a participé il a participé au combat pendant la seconde intifada, mais comme vous le savez, généralement, quand on veut faire la paix avec des gens qui ont combattu, il faut trouver les combattants qui sont les plus acceptables. Donc, on peut aussi choisir des personnes qui sont... Il y a des intellectuels que je connais bien, Sarino Saïbé et quelques autres, des grands intellectuels, anciens patrons de l'université. Mais la population, qu'est-ce qu'elle veut, la population ? La population, je crois qu'elle veut d'abord un État palestinien. C'est-à-dire qu'elle elle est nationaliste, me semble-t-il, à tout le moins. Et ce n'est qu'à partir du moment, tel que je vois les choses en tout cas, où on a... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met dans l'État palestinien ? Ça, c'est la phase 2 de la discussion et on n'a rien réglé. Et elle veut un État en paix. Oui, je parle sous votre contrôle. Oui, est-ce que c'est une situation... Est-ce que les Palestiniens veulent la paix ? Oui, ils veulent la paix, mais ils veulent la paix avec un État. Or, ce qui avait été proposé, c'était de la paix et un enrichissez-vous, plus ou moins à la Guizot, si j'ose dire, sans État. Or, vous aviez dans le quotidien israélien Haaretz récemment un entretien avec l'ancien chef du Shin Bet, l'amiral Ami Ayalon, qui expliquait, et je crois que c'était assez réaliste, au fond, tant qu'on n'a pas d'État, on va toujours avoir des gens qui vont se battre pour ça, et ceux qui ne se battent pas seront considérés comme des collabos. Vous nous y conduisez, cela dit, il y a une petite dynamique en ce moment dans le monde occidental où on reconnaît l'État de Palestine. Oui. De quelle manière cette reconnaissance est-elle accueillie ou perçue par les Palestiniens eux-mêmes ? Ils y voient une forme de guignol diplomatique, ils y voient un geste sérieux qui peut accélérer les choses ? Non, je crois que c'est une revendication très importante. Et si vous voulez, elle prend le contre-pied des accords d'Abraham. Et, à mon sens, l'explosion du 7 octobre a été... Enfin, les conditions de possibilité ont été rendues là parce que il y avait ces accords d'Abraham qui considéraient qu'il n'y avait pas de solution politique. L'État palestinien canalise les énergies vers une solution politique et donc ne rend pas la violence comme quelque chose qui va être acceptable
pour un nombre de gens supérieur aux fanatiques, si vous voulez. Et toute la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet État palestinien? D'abord, où il va être? Il y a toujours le problème que les deux parties sont séparées. Comment ça n'avait pas été résolu à l'époque d'Arafat. Deuxièmement, qui va le diriger? Vous avez d'un côté une autorité palestinienne, vous en parliez un instant, qui est fatiguée et corrompue, d'où les noms qui circulent pour l'instant. Et le Hamas va sans doute vouloir la subvertir. Est-ce qu'on a encore une idée aujourd'hui du soutien réel dont peut se prévaloir le Hamas à Gaza? Le Hamas est plus populaire en Cisjordanie qu'à Gaza. Ouais. Puisqu'en Cisjordanie, on ne subit pas la trique du Hamas. Alors que, pour l'instant, il y a évidemment, pendant la guerre, on ne sait rien. Avant le déclenchement du 7 octobre, de mémoire, il y avait on estimait à peu près 35% des gens de Gaza, ceux qui avaient exprimé un soutien pour le Hamas, ce qui n'est pas la majorité. Et puis, depuis, notamment à travers les archives qui ont été trouvées par les Israéliens dans les tunnels, on a pu documenter comment la montée au pouvoir de Sinoir a utilisé des méthodes, notamment y compris avec ses proches et ses rivaux, d'une brutalité absolument épouvantable. Mais on peut poser la question aussi sur le mode occidental. Est-ce que le Hamas, aujourd'hui, est plus populaire en Occident qu'il ne l'était avant le 7 octobre? Le Hamas, je n'en suis pas sûr, sauf chez un certain nombre d'extrémistes. La cause palestinienne, en tant qu'elle représente la victimisation... Mais en tant que portée par le Hamas? Oui. Alors, c'est bien toute la difficulté, c'est que le Hamas veut se servir des souffrances des Palestiniens pour se défendre. Par exemple, sur les universités américaines occupées, donc vous avez le soutien à la cause palestinienne, mais les frères musulmans en profitent pour s'infiltrer. Columbia et autres, vous avez vu les prières. Nous n'en sommes pas encore là à Sciences Po ni à Normal Sup. Les prières organisées par le CARE, c'est-à-dire les gens proches des frères musulmans américains, qui ensuite diffusent des vidéos en disant, après avoir vu l'ignominie de l'Occident, les étudiants américains demandent à rejoindre les frères musulmans et à se convertir à l'islam. Ça, c'est de la propagande. Il y en a certainement quelques-uns, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, le Hamas ait réussi à, capturer l'essentiel des sympathies. Parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé, ce qui est très frappant, c'est qu'au début, en particulier en France, le 7 octobre a été quelque chose à quoi les Français se sont immédiatement assez bien identifiés, ne serait-ce que parce que nous avions vécu le Bataclan. Et que les 4 otages libérés, justement, ont été, tous les 4, faisaient partie des gens qui étaient à la fête de la tribe de Nova. Et donc, ça a tout de suite fait écho parce que vous aviez des terroristes qui criaient Allahu Akbar et qui mitraillaient des gens qui étaient inconscients. Mais au fur et à mesure, l'horreur de la razzia pogromiste du 7 octobre a été obnubilée, c'est-à-dire cachée par les nuages, de ce qui s'est passé ensuite, à savoir la répression sur Gaza. La riposte. Voilà, la riposte, les représailles, qui, du coup, a été qualifiée de génocide par l'Afrique du Sud, puis par un nombre de plus en plus important d'acteurs politiques, etc. Et de ce fait, le génocide, entre guillemets, c'est-à-dire l'hécatombe qui a eu lieu à Gaza, d'une certaine manière, a fait oublier le 7 octobre. Comme si un lieu, c'est-à-dire Gaza, avait supprimé dans la représentation des choses une date, c'est-à-dire le 7 octobre. Or, et ce qui était très frappant, c'est que moi, j'avais écouté le 3 novembre le Cher Nasrallah, le patron du Hezbollah, l'axe de la résistance, c'est-à-dire l'Iran et les autres, avaient attendu 3 semaines pour parler du 7 octobre. Et on n'est pas complètement sûr, encore aujourd'hui, si c'est Sinoir qui a pris l'initiative tout seul de ce jour-là, parce que Netanyahou avait retiré les troupes opérationnelles pour les envoyer faire la répression en Cisjordanie, parce que c'était le 50e anniversaire du 6 octobre 73, de la guerre des 6 jours. Et il y avait une faille sécuritaire qui, du coup, a enlevé les soldats du Sud. Oui, c'est ça. Et également, si vous voulez, quelque chose qui, dans l'imaginaire arabo-musulman, la guerre d'octobre, ou la guerre du Ramadan, ou du Kippour, comme vous voulez, c'est un peu la revanche arabe. C'est ce qui va permettre de... et ça nourrissait aussi cet imaginaire. Bon, eh bien, à partir de ce moment-là,
Vous avez, on ne sait pas très bien dans quelle mesure les Iraniens ont donné le feu vert ou pas. Alors, ils s'en sont disculpés au début, parce qu'au début, le choc était épouvantable. C'est-à-dire, l'horreur du 7 octobre était de plein fouet. Et le Hezbollah a même dit, mais les morts, c'est l'armée israélienne, c'était des tirs amis qui ont, dans la panique, ils ont tué. Et puis là, c'est différent. Depuis quelque temps, j'ai suivi les obsèques, par exemple, des généraux israéliens qui ont, iraniens qui ont été tués par les Israéliens à Damas. Et à leurs obsèques, il a été dit, le général Zahedi a été l'un des grands concepteurs du déluge d'Al-Aqsa. C'était pas du tout le même propos qu'on avait aujourd'hui. Et lors de 35e anniversaire de la mort de Khomeini, le 3 juin, Khamenei, le guide de la révolution, a dit « Le 7 octobre, c'est formidable, c'est un grand moment, bravo, ils ont très bien joué. » Mais c'est ça. Et c'est en train de détruire Israël à tel point que les États-Unis vont retirer leur soutien. On ne sait pas s'ils récupèrent l'événement ou c'est là, ça, c'est sont les chefs d'orchestre. C'est là que ça commence à devenir très grave. Oui. Et d'ailleurs, dans votre livre, qui, je crois, va être updaté en bon français dans peu de temps, vous allez faire une nouvelle version avec les récents événements, parce que c'est vrai que ça bouge tout le temps. Oui. Vous dites, dans votre chapitre Haro sur l'accident, le 11 et 12 janvier... Sur l'Occident. Oui, sur l'Occident. La Cour internationale de justice en janvier s'est réunie pour examiner la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour le génocide qu'aurait commis l'État hébreu à Gaza. Génocide. Or, vous dites que la désignation d'Israël comme génocidaire par la CIJ causerait un préjudice majeur de cet État justement voulu par les Nations Unies en 1947 pour protéger le peuple israélien, hébreu, de la Shoah. Donc le but non avoué des pays du Sud global, c'est bien la destruction d'Israël. Peut-être pas tous les pays du Sud global, mais en tout cas, ceux qui sont derrière... Et vous en avez donné quelques exemples à l'instant. Exactement. Ceux qui sont derrière l'accusation de génocide d'Israël, le mot évidemment choisi à dessein, c'est destiné à montrer qu'Israël n'a pas de légitimité. Puisque l'État qui a été créé pour les survivants du génocide serait devenu lui-même un État génocidaire et de ce fait, ipso facto, il n'a plus de légitimité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre « Holocauste au pluriel », pour montrer comment, justement, ces enjeux symboliques sont extrêmement importants pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, bien sûr, sur le terrain, mais également dans la représentation qu'on s'en fait et dans la redéfinition du monde contemporain. Et bien justement, on va en parler juste après une nouvelle pause dans le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, à tout de suite. Avant de retrouver le professeur Gilles Kepel sur les questions d'antisémitisme en France, je voudrais qu'on parle quelques instants du Qatar. Le Qatar est abordé également dans votre livre. Plusieurs procès sont liés à ce cheminement, le rôle occidentalisé des frères musulmans, leur emprise sur les populations. Et ce Qatar qui intervient donc à la fois en tant qu'intermédiaire, en tant que mandataire, pour reprendre le mot français, pour la négociation des otages, et qui est quand même un financier du Hamas par plusieurs intermédiaires. Que recherche exactement le Qatar ? Que veut-il exactement ? Mais il veut d'abord se protéger. C'est un tout petit État richissime, livré à la convoitise de ses voisins s'il ne construit pas un grand réseau de protection. Par exemple, il est très prudent avec l'Iran, puisqu'il partage un immense champ gazier que seul le Qatar utilise vraiment parce que l'Iran est sous sanction. Et donc, les trains de liquéfaction du Qatar sont à portée de missiles iraniens qu'ils n'ont jamais attaqués. En revanche, les Iraniens ou leurs mandataires ont déjà fait attaquer les terminaux pétroliers de l'Arabie Saoudite, à Abqaiq et à Khurais, et également un terminal pétrolier à Abu Dhabi, à Moussalah, si vous voulez. Donc on est dans une région où les petits pays richissimes, qui n'ont pas véritablement d'armée, même s'ils achètent beaucoup d'armements à la France et à d'autres, sont soumis au chantage, en particulier de l'Iran, qui est une puissance surarmée de la région, et qui a même fourni des drones et des missiles à Poutine pour attaquer l'Ukraine. Donc le Qatar a peur de l'Iran ? Oui, enfin, il les ménage, tout le monde a peur de l'Iran, bien sûr. Et c'est du reste l'une des faiblesses de l'Iran, c'est que quand ils ont attaqué Israël en envoyant tous ces missiles, je me souviens que j'étais d'ailleurs assis à la place de
Mathieu Bock-Côté, pendant cette nuit-là, j'étais venu ici, et puis ça a duré jusqu'à 2h du matin. C'était tout à fait étonnant parce que l'Iran a envoyé tous les missiles possibles qu'il avait à disposition sur Israël. La totalité des pays, l'armée de l'air israélienne, mais les Américains, les Anglais, même les Français et les Jordaniens, sont tous venus à la rescousse et ça a été un 90%, plus de 90% ont été maîtrisés. C'est un spectacle pyrotechnique notamment par le dôme de fer. Ciel de l'Orient. Oui, puis surtout aussi par les avions parce que c'était... Et ça a terrorisé immédiatement les Saoudiens, les Émiratis et les autres, parce que qui peut le plus peut le moins. Si les Iraniens se sentent tellement désinhibés qu'ils peuvent attaquer Israël, même s'ils n'y ont pas réussi, mais parce que les Occidentaux sont venus immédiatement à la rescousse, ils peuvent aussi attaquer l'Arabie Saoudite, ils peuvent attaquer les Émirats, ils peuvent attaquer le Qatar si le Qatar n'est pas comme il faut à leurs yeux. Ce qui explique que les Saoudiens, depuis là, ont forcé le destin pour signer au plus vite possible un pacte militaire avec les États-Unis. Pacte militaire qui est très important parce que vous avez parlé tout à l'heure de la reconstruction de Gaza, par exemple. Qui va payer ? Les seuls qui peuvent payer, c'est les Saoudiens. Et ils y sont intéressés. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire cette immense ville, cette Alexandrie du futur, qu'ils appellent Neom, qui est à 100 km au sud de Gaza sur la mer Rouge. Ça n'est pas, qui serait la métropole du Moyen-Orient, si vous voulez, de MBS. C'est le projet phare de MBS. MBS qui s'était rapproché d'Israël juste avant le 7 octobre. Voilà, aussi. Et les négociations ont été rompues depuis. Oui, alors, pour l'instant, d'après ce qu'ils nous disent, les Saoudiens, ils sont tout à fait d'accord pour reconnaître Israël, à condition, justement, que Israël reconnaisse l'État palestinien. C'est la différence entre eux et les Émirats, qui ont signé avec Israël, dans le cadre des accords d'Abraham, en faisant l'impasse sur l'État palestinien. Mais c'est je te tiens, tu me tiens, c'est-à-dire qui va reconnaître d'abord l'État d'Israël ou l'État palestinien ? Pour les Saoudiens, il est clair qu'il faut d'abord que l'État palestinien soit reconnu, mais reconnaître l'État palestinien, c'est formel, si vous voulez, puisque d'une certaine manière, il n'existe pas. Enfin, l'idée, c'est de le reconnaître formellement et ensuite de le construire. C'est mettre un peu la charrue avant les bœufs, si vous voulez, mais c'est le processus aujourd'hui. Donc de financer la reconstruction de Gaza. Oui, parce que or, il est impensable que les Saoudiens acceptent de financer la reconstruction de Gaza si les mandataires de leur ennemi, l'Iran, c'est-à-dire le Hamas, sont en position de force. Vous voyez ? Donc, on est dans un jeu assez complexe qui se mêle avec l'enjeu présidentiel américain, puisque Biden, l'autre jour, quand il a annoncé sa feuille de route, a dit ça juste après avoir, peu de gens l'ont remarqué, il est venu faire une déclaration. Il a d'abord parlé de Trump, qui avait été condamné la veille pour le procès du hush money, on va parler anglais, je ne sais pas comment on dit en français, pour Stormy Daniels, l'argent qu'il avait payé pour taire l'affaire avec elle. Et donc, Trump était un peu confus. Biden l'a enfoncé en disant « personne n'est au-dessus de la loi aux États-Unis ». Et ensuite, tout de suite, il est passé à la question du Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que cette affaire plombe la réélection de Trump. D'un côté, il a la gauche du Parti démocrate et un certain nombre de minorités musulmanes, notamment dans certains États bascules, comme le Michigan, qui peuvent lui faire perdre les 2% ou le demi% de grands électeurs qui l'empêchera de gagner. Et s'il leur donne trop, s'il va trop dans leur sens, il va perdre l'électorat juif qui ira voter pour Trump. Pour lui, la feuille de route, c'est, quel que soit d'une certaine manière, ce qui va se passer au Moyen-Orient lui importe relativement peu. Ce qui lui importe tout de suite, c'est que pendant les 5 mois, il n'y a plus beaucoup de temps, qui nous séparent du 5 novembre, c'est l'élection présidentielle américaine, tous les éléments de l'électorat qui lui manquent, c'est-à-dire la jeunesse, les universités et les minorités qui s'identifient au Sud d'un côté et l'électorat juif de l'autre, se disent finalement Biden does a good job, comme on dirait au Canada anglophone, et donc... Mais lui parlez pas de Canada anglophone, ça va le mettre en colère. Juste exprès, j'essaie de le provoquer. Et donc surtout qu'il a une question à vous poser, donc attention. Oui, voilà, allez-y. Pardon. Alors,
on évoquait le rapport entre les pays du Moyen-Orient et les Palestiniens. On disait au moment des accords d'Abraham que les Palestiniens étaient les grands sacrifiés en quelque sorte. Est-ce que le regard des pays du Moyen-Orient a changé sur la question palestinienne depuis 8 mois? Est-ce que finalement, il y a une sympathie nouvelle qui apparaît? Est-ce que la question palestinienne a regagné sa place chez les pays du Moyen-Orient? Mais ça dépend si vous parlez des États ou des populations. Dans les États. Alors, vous avez une sympathie globale de la population arabe qui s'identifie aux Palestiniens et qui, finalement, les Palestiniens sont l'image des populations anciennement colonisées, etc. Israël étant présenté aujourd'hui comme le dernier pays colonial. Et on parlait tout à l'heure avant la pause de la question du génocide. Ça veut dire aussi qu'on substitue au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, dont un certain nombre d'idéologues disent « Oh, c'est une vieille histoire, le négationnisme est passé par là, on ne sait pas trop qui l'a fait, puis de toute façon, ce sont des Blancs entre eux, des Européens. » En fait, le grand génocide de l'histoire de l'humanité, c'est la colonisation, c'est la traite négrière. Et un certain nombre disent qui sont les responsables de la colonisation, ce sont les Juifs, parce qu'ils finançaient des bateaux. Mais les capitaines étaient chrétiens, et ceux qui allaient razzier les tribus non musulmanes, un peu comme Daesh, les Yézidis, c'était souvent des tribus musulmanes, si vous voulez. Donc, tout le monde a participé à la traite négrière, chacun dans sa spécialité. Mais l'idée, c'est de dire aujourd'hui, le vrai génocide, c'est la colonisation dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui se passe en Israël, c'est de nouveau un génocide colonial. Et ça, c'est l'enjeu, si vous voulez, politique et culturel très important qui est en train de se jouer. Alors, pour les États, et ça, c'est présent, si vous voulez, ça, c'est ce qui nourrit, c'est le fond de sauce du Sud global, si vous voulez. Mais pour les États, c'est beaucoup plus ambigu, puisque les États, en fait, au Moyen-Orient, un certain nombre sont désireux que, pour créer un grand Moyen-Orient, que Israël soit présent, parce qu'Israël, c'est un pôle de richesse, un pôle technologique. Le calcul saoudien, c'est tout à fait ça. Il faut que les Israéliens soient là parce que c'est les startups, c'est la tech, et on peut tout ce que les Saoudiens ne font pas. Voilà. Et ils ont beaucoup d'argent. C'est aussi le calcul de l'Égypte également. Alors l'Égypte, c'est plus compliqué parce que l'Égypte est dans une situation différente. Vous parliez du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats, qui sont richissimes et donc très inquiets, obsédés par leur sécurité, puisque l'Iran les regarde avec le chat qui regarde une grosse souris, si vous voulez. Et alors que l'Égypte, elle, n'est pas riche, mais elle est grosse parce qu'elle est submergée, elle est thrombosée par une croissance démographique gigantesque. L'Égypte est plutôt dans une situation où elle essaye de dire « retenez-moi, sinon aidez-moi, sinon si je m'effondre, ça va très mal pour vous ». Par exemple, quand on a craint en Europe que les Palestiniens de Gaza fuient à travers le Sinaï et aillent en Égypte et ensuite s'embarquent sur des navires de fortune pour venir dans l'Union européenne, Madame von der Leyen, on ne parle pas des élections européennes aujourd'hui, dans son rôle, Madame von der Leyen, dans son rôle, est allée voir le maréchal Sissi avec un chèque de 7,5 milliards d'euros. Et de même, dans l'affaire des tunnels, c'est ça qui est très frappant, les tunnels qui amènent toutes les armes à Gaza, ils viennent d'où? Ils viennent du Sinaï égyptien. Pourquoi est-ce que les Égyptiens ne les ont pas contrôlés, si vous voulez? Parce que le Sinaï est une province irrédentiste et les gens du Nil, la vallée du Nil, ont énormément de mal avec eux. Et la seule manière de calmer le Sinaï, où il y avait une province de Daesh, etc., c'est de les laisser gérer la contrebande et de s'enrichir avec ça. Gilles Kepel est notre invité, il publie Holocauste aux éditions Plomb. On se retrouve juste après pour parler notamment de l'antisémitisme. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec le professeur Gilles Kepel et notamment son livre Holocauste aux éditions Plomb, conséquence du conflit au Proche-Orient qui, je le disais tout à l'heure, est l'affaire de tous sur cette planète. Gabriel Attal a fait, notamment en France, état d'une progression de 300% des actes antisémites. La question, c'est comment est-ce que la propagande se fait-elle en France et aussi rapidement? À partir du moment où vous avez ce conflit, effectivement, ça nourrit d'une certaine manière les fantasmes d'un certain nombre de gens qui avaient déjà une détestation des Juifs et qui vont trouver dans d'autres registres des éléments qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux, etc. Et
En même temps, si j'ose dire, vous avez également des utilisations de ça. Vous avez vu, par exemple, à la fois les étoiles de David bleues qui avaient été mises au pochoir un peu partout, et ensuite les mains rouges sur le mémorial de la Shoah, dont, autant que je sache, on sait maintenant que ce sont des agents venus... on soupçonne que ce soit la Russie. Oui, j'avais l'impression... il me semble que ça semble assez probant. Probablement, je ne suis pas dans la justice, l'administration de la justice, mais voilà. Donc vous avez ces éléments-là, c'est-à-dire que vous avez aussi un usage de l'antisémitisme au service de causes qui sont... parfois, qui l'utilisent à leur fin. C'est-à-dire que l'antisémitisme, j'allais dire, de la France, rance des années 30, des salons de quelques hôtels particuliers parisiens, tout cela, c'est de l'histoire ancienne. Il y a un nouvel antisémitisme qui est directement la détestation de l'État d'Israël par des populations qui sont des populations de cette zone-là du monde. Vous avez les deux. Enfin, il reste encore, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais il reste un antisémitisme d'ancienne souche, si j'ose dire, en France, qui considèrent que les Juifs ne peuvent pas s'assimiler, qu'ils ne seront jamais français, qu'ils font leurs choses entre eux, qu'on va leur faire confiance. Et vous avez aussi un antisémitisme qui vient du monde musulman, alors qui est à la fois porté par un antisionisme, mais qui peut aussi passer l'antisémitisme. Quelle est la différence ? Le sionisme, c'est une des visions de la réalisation du devenir juif qui passe par la construction de l'État d'Israël. Et vous aviez des visions concurrentes, par exemple, chez les Ashkénazes d'Europe, le bundisme, qui voulait rester sur place. Et puis vous avez aussi quelque chose dans le judaïsme qui oppose d'un côté la dimension diasporique, qui après tout a été l'histoire, la majorité des siècles de l'histoire du peuple juif s'est passée en diaspora, et la question du sionisme à partir de 1848, la naissance de l'État d'Israël. Et justement, ce qui est frappant avec le 7 octobre, d'une certaine façon, c'est que, alors que, disons que le sionisme était complètement prévalent dans l'identité juive mondiale, les Juifs en diaspora, généralement, pas tous bien sûr, mais soutenaient l'État d'Israël de diverses manières, en y allant, en ayant de la famille. Et là, le 7 octobre, d'une certaine façon, indique que le havre, le refuge que représentait Israël, tel que vous l'avez mentionné tout à l'heure, tel que créé en 1947 par l'ONU pour faire un État juif qui protégerait les Juifs de tout pogrom, soudain, il y a le pire pogrom qui se soit produit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les déclarations des Nations Unies aujourd'hui, d'ailleurs. Exactement. Et du coup, ça me semble-t-il, enfin, c'est très controversé, cette affaire, mais à l'intérieur du monde juif aujourd'hui, le fait qu'Israël soit le pôle principal est parfois remis en cause par certains qui disent mais la diaspora est importante aujourd'hui. J'ai juste un petit mot pour dire parce que on considérait très souvent, par exemple, j'étais très souvent au Royaume-Uni dans ma carrière, et français donc laïcité égale antisémitisme et islamophobie, c'est-à-dire la France est assimilationniste, donc les Juifs sont antisémites. Et ce qui est frappant, c'est que depuis... C'est-à-dire que la laïcité, était un alibi. La laïcité, non, apparaissait comme quelque chose qui était assimilationniste. Donc, on s'assimile, du coup, on est obligé de renoncer à une partie de son identité juive, musulmane, etc. Et c'était perçu... Donc, c'est une laïcité punitive. Voilà, c'était perçu assez négativement dans le monde anglo-saxon, si vous voulez. Or, depuis le 7 octobre, et peut-être pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'identification spontanée d'un grand nombre de Français du fait du Bataclan aux victimes du 7 octobre. J'étais il y a quelques semaines au Royaume-Uni où on m'a dit mais c'est formidable, en France, les Juifs ont l'air d'être beaucoup moins peur que ça n'est le cas en Angleterre, où la société multiculturelle, finalement, qui juxtapose des identités, n'a pas eu la même fonction protectrice que la société française pour l'ensemble de ses composantes. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très frappant, c'est-à-dire que en France, quelle que soit votre religion ou votre identité, si vous voulez, le pacte laïque fait que vous êtes français. Après, vous êtes résident sur le territoire aussi. Et vous êtes défendu. Quand ici, un juif est attaqué en France, il est perçu comme un Français qui est attaqué, d'abord et avant tout,
par l'ensemble de ses concitoyens, aussi comme un juif si vous voulez, mais le sentiment d'appartenance à la nation est très important en France, quel que soit votre... Mais pourtant, dans la communauté juive en France, il y a un sentiment d'inquiétude très vif qui s'est développé depuis bien avant le 7 octobre. Oui. On fait une forme d'Aliyah, oui, entre autres, le sang de Sarcelles. Oui, mais notamment avec Daesh. Mais Daesh n'a pas seulement attaqué des juifs. Moi, j'ai été condamné à mort aussi, même si certains croyaient que j'étais juif, je ne le suis pas. Et d'une certaine manière, la police, les institutions, la société française ont réagi avec une très grande vigueur contre ces opérations, les assassinats de juifs par Daesh, si vous voulez. Et d'une certaine manière, nos institutions ont été d'une certaine façon équipées pour répondre, parce que nous avions déjà expérimenté sur notre sol, du fait du terrorisme islamiste sous sa forme Daesh principalement, ce genre de choses. Ce qui n'était pas nécessairement le cas chez un certain nombre de nos voisins, qui pensaient qu'au fond, la juxtaposition communautaire permettrait que tout le monde se retrouverait au supermarché, mais et que finalement, chacun était dans son coin. Et d'une certaine façon, il me semble qu'aujourd'hui, ce modèle français qui était tant décrié par nos voisins communautaristes apparaît comme plus efficient, notamment pour la protection de tous ceux qui sont sur notre sol, et tous ceux en particulier qui sont citoyens de la France, pas seulement les citoyens, mais parce que c'est ça qui prime, et il me semble que comme Français, nous considérons que quel que soit celui d'entre nous qui est attaqué, nous devons le défendre, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé cette année, où au Royaume-Uni, on me demandait avec intérêt d'expliquer davantage ce qu'était la laïcité française, avec plutôt de la sympathie, alors que jusqu'alors, j'étais montré au doigt comme un affreux assimilationniste. Alors, il y a un mot qui est revenu, en fait, dans le vocabulaire, le terme sioniste, qui appartient à l'histoire de la pensée politique, mais qui revient souvent comme une insulte aujourd'hui dans le vocabulaire d'une partie peut-être de la gauche radicale, comme si, et vous me corrigerez si la formule est exagérée, mais sioniste est une nouvelle manière de dire juif négativement et de stigmatiser une communauté. Alors, vous en avez eu un exemple, mais sur lequel je ne veux pas trop m'avancer, parce que je crois que c'est fait l'objet d'un recours en justice à Sciences Po. Vous savez, quand ça a été l'un des scandales, quand l'Amphi Boutmi, où j'avais enseigné tant d'années dans un silence absolu à 500 étudiants sur le Moyen-Orient, aujourd'hui c'est devenu l'Amphi Gaza, et après le seul qui a pu y parler vraiment, c'est Mélenchon qui a fait sa harangue. Mais donc dans cet amphithéâtre occupé, il y a eu une étudiante qui a été interdite d'accès, et elle a été dénoncée comme c'est une sioniste. Oui. Alors après, ça a fait toutes sortes d'histoires. Certains ont dit qu'elle faisait partie de telle organisation, de telle autre. Bon, effectivement, dans l'usage qui en était fait, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'entrer en se référant à des opinions qui sont liées à une origine, parce que à partir de ce moment-là, on ne sait plus si c'est l'origine ou les opinions qui sont incriminées. Une confusion volontaire, en quelque sorte. Je pense que je n'étais pas dans la bouche de celui qui a formulé cette accusation, mais on peut imaginer que c'est effectivement... Mais quand j'entends pas de sioniste ici, est-ce que j'ai raison d'entendre pas de juif ici? Alors, ça dépend comment c'est formulé. Si vous le formulez... Dans le contexte que vous évoquiez. À Sciences Po, je n'y étais pas, mais je pense qu'effectivement, les deux étaient certainement confondus. En tout cas, il y a quelque chose qui est commun, et vous le dites dans le livre, et les commentateurs que nous sommes le constatons, c'est qu'il y a une crise civilisationnelle. Il y a ce conflit qui a décuplé beaucoup de choses, et notamment aussi un autre couloir de nage qui est celui du wokisme. Et là, à l'intérieur des universités, vous en êtes victime vous-même. Comment est-ce que cette violence-là s'arrête? Effectivement, là, c'est un véritable conflit culturel qui se produit dans les universités. L'École normale supérieure, où je suis encore pour quelques mois et où on m'a prié de partir à la retraite un an avant terme, effectivement, les études sur le monde arabe et musulman ont été supprimées parce que c'est inutile, il ne s'y passe rien, comme chacun sait, et vont être remplacés par un programme qui s'appelle Sud au pluriel, c'est-à-dire Sud global, et on voit bien en quoi l'idéologie est aujourd'hui en train de remplacer le savoir, ce qui est véritablement
Ce sera peut-être mon dernier combat. Ça vous donne une idée de ce qui se passe et en tout cas, vous reviendrez bien sûr pour en parler, pour commenter tout ça. Merci beaucoup. Gilles Kepel, Holocauste, avant une nouvelle version bientôt à l'automne. Rendez-vous tout à l'heure, 17h sur CNews pour la soirée électorale, 19h sur Europe 1. Très bonne journée sur nos deux antennes.